Les antibiotiques, ce qui va se passer, c'est que l'antibiotique, évidemment, il va aller détruire, cibler la bactérie pathogène, c'est-à-dire la bactérie responsable de l'infection, mais il va détruire également des bactéries de la flore intestinale, du microbiote intestinal, donc des bonnes bactéries. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le docteur William Beribi nous a rejoint. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Docteur en médecine gastro-entérologue et pathologue, expert du microbiote intestinal et inventeur de la médecine microbiotique. On vous a pas vu sur l'émission de Michel Simès ? Non, vous étiez trop expert. Voilà, j'étais trop pointu pour eux. Non, je rigole. Je serai sur celle de l'enquête de santé de Marina Carrère-Dancos qui passe en septembre. D'accord. Sur le microbiote sur le également. Microbiote intestinal, tout à fait. On voit que le sujet quand même commence à intéresser les chaînes, les grandes émissions et en prime time d'ailleurs aujourd'hui. Absolument. Vous êtes animateur du podcast. Et c'est logique. Merci docteur, auteur de Mission Ventre plat chez Marabout que vous montrez à la caméra. Et nous continuons à évoquer les ennemis de notre microbiote. Parce qu'on n'a pas parlé d'une catégorie d'ennemis qu'on soupçonne peu, ce sont les médicaments. Alors on sait depuis toujours qu'il faut manger des yaourts quand on prend des antibiotiques. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est une idée qui circule dans l'air du temps depuis toujours. Qu'est-ce qui se passe au niveau du microbiote quand on prend des antibiotiques ? Alors les antibiotiques, ce qui va se passer, c'est que l'antibiotique, évidemment, il va aller détruire, cibler la bactérie pathogène, c'est-à-dire la bactérie responsable de l'infection. Donc ça veut dire une infection urinaire, une infection pulmonaire, etc. Mais il va détruire également des bactéries de la flore intestinale, du microbiote intestinal, donc des bonnes bactéries. Et il va désorganiser, si vous voulez, l'équilibre du microbiote, donc la fameuse symbiose, et va créer une dysbiose, donc le déséquilibre. Et d'ailleurs, il y a des pathologies qui peuvent se développer après prise d'antibiotiques, comme l'infection récidivante à Clostridioides difficile, qui est une infection très particulière. C'est-à-dire ? Alors, c'est une bactérie qui va se développer. Alors, deux particularités. La première, c'est que quand on fait une coproculture, c'est-à-dire une analyse de sel standard, on ne peut pas détecter le Clostridium et il faut le détecter avec une technique spéciale, donc qui s'appelle glutamate déshydrogénase ou la recherche de toxines. Sinon, sur un examen de sel standard, on ne peut pas savoir qu'on a cette bactérie. Première spécificité. La deuxième, c'est qu'elle a un grand tropisme à se développer lorsqu'on prend des antibiotiques, puisque le déséquilibre de la flore qui va en résulter favorise cette bactérie et à ce moment-là, elle peut proliférer et donner un tableau de diarrhée sévère avec de la fièvre, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et la troisième particularité, c'est le côté récidivant de cette infection, c'est-à-dire qu'on va la traiter avec des antibiotiques, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et ça récidive. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est la seule indication en France de la transplantation fécale. Ce sont les infections récidivantes à Clostridioides difficile. Et donc, les antibiotiques peuvent notamment générer ce type d'infection. Mais ça veut dire qu'ils détruisent trop de bactéries dans le microbiote, c'est ça ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas si sélectifs que ça, finalement. Bien sûr. En fait, ils ne sont pas sélectifs. Non, ils sont sélectifs sur un spectre, ce qu'on appelle un spectre antibiotique, c'est-à-dire différentes espèces bactériennes, mais ça va, c'est pas une précision ultime, si vous voulez. Donc, ça va détruire aussi des bonnes bactéries et ça va impacter le microbiote. Et en impactant le microbiote, on peut avoir donc cette fameuse infection, on peut avoir tout simplement une dysbiose aiguë, donc c'est-à-dire souvent quand quelqu'un prend des antibiotiques, il a la diarrhée, ça c'est la dysbiose aiguë liée à la prise d'antibiotiques. Et c'est immédiat d'ailleurs, c'est immédiat. Dans les 24 heures en général. Exactement. Donc ça veut dire qu'ils agissent rapidement. Ça agit très rapidement, ça abîme la flore elle va subir une agression en fait, et vous allez avoir une diarrhée aiguë qui va durer quelques jours. Alors si le microbiote au départ il est équilibré, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre c'est ça, c'est que si au départ on a un microbiote équilibré, on va prendre des antibiotiques, donc il faut l'associer avec la prise d'ultralevure, c'est ce que je préconise toujours, Saccharomyces boulardii, puisque ça va réduire l'impact des antibiotiques sur la flore. Deuxième chose que je conseille à mes patients, quand vous prenez des antibiotiques, augmentez votre apport de fibres. Puisque les fibres prébiotiques, c'est elles qui nourrissent les bonnes bactéries et qui leur permettent de se multiplier. Alors, on rappelle où on les trouve. Donc, dans les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Et puis également dans les oléagineux, donc type amandes, noix de cajou, etc. Et puis dans les graines, type graines de lin, graines de chia. Donc voilà comment on peut atténuer l'impact des antibiotiques sur la flore. Voilà.
Mais il y a un impact et donc il faut combien de temps, on va dire, après une prise d'antibiotiques pour restaurer une flore ? Alors, ça c'est une excellente question parce qu'elle n'est pas évidente. Je m'explique. En fait, chez quelqu'un qui a un microbiote équilibré, ça va être impacté, il va avoir une diarrhée aiguë et normalement il récupère sa flore d'avant au bout d'un mois. Un mois. Si le microbiote de départ est équilibré. En revanche, ça paraît énorme, hein, un mois. Un mois. Ben, ça prouve bien l'agression que subit le microbiote avec les antibiotiques. Si par contre, vous avez déjà un microbiote qui est déséquilibré, en dysbiose, parce que vous avez pris beaucoup d'antibiotiques, parce que vous avez une maladie chronique, etc., eh bien là, ça peut ne pas revenir à la normale. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lorsque quelqu'un prend des antibiotiques d'une façon répétée, ça peut être pour des sinusites chroniques, etc., eh bien, il peut enclencher une dysbiose chronique qui va être la porte d'entrée à d'autres pathologies, auto-immunes, neurologiques, etc. Donc, si vous voulez, ça c'est parfaitement avéré, et c'est pourquoi il est très important dès l'enfance, dès la naissance même, que la maman sache l'impact et l'importance du microbiote, que l'enfant le sache le plus tôt possible, s'approprie son destin microbiotique et donc ce qui va devenir en termes de santé, et qu'il ait les bons réflexes, notamment en cas de prise médicamenteuse. Alors, c'est vrai que on sait et on soupçonne depuis longtemps les antibiotiques d'avoir un mauvais effet sur le microbiote, mais il y a d'autres classes de médicaments qu'on connaît moins. Alors, par exemple, on prend la metformine. Donc, la metformine, quelle est l'indication donc déjà c'est un biguanide, donc c'est un antidiabétique oral, hein, et donc le metformine va modifier la flore intestinale également. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les patients, quand ils prennent la metformine, ils ont la diarrhée, très souvent. Dans 20 à 30% des cas, les patients ont la diarrhée. Et donc, on sait que la metformine va impacter le microbiote et donc favoriser en fait la dysbiose qui elle-même va potentiellement aggraver le diabète. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire que la metformine c'est pas un bon médicament parce que ça marche quand même bien dans le diabète de type 2 notamment lorsqu'il y a eu un surpoids ou une obésité, mais c'est pas anodin en termes de microbiote. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut pas l'utiliser, bien évidemment. Mais l'ultralevure dont vous parliez tout à l'heure, dans ces cas-là, elle est indiquée ou... Alors là non, parce que l'ultralevure, si vous voulez, ça va être bien sur des traitements courts. On va pas mettre quelqu'un sous ultralevure au long cours. Par définition, quelqu'un qui est sous metformine, il va rester pendant des années, voire toute sa vie. Donc on ne va pas le laisser sous ultralevure toute sa vie. Mais par contre, il faut réduire cet impact avec l'alimentation et les prébiotiques. Autre classe médicamenteuse, les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, qu'on utilise dans quel cas ? Alors les IPP, on va les utiliser dans l'ulcère gastrique ou du duodénum, qu'on appelle également le bulbe. Bon, il y a moins d'ulcères qu'avant, puisque maintenant on traite l'Helicobacter pylori. Lorsqu'on trouve un ulcère, on va faire une endoscopie. Donc le patient a mal, je prends une situation concrète. Le patient a mal à l'estomac, on fait une endoscopie gastrique. On trouve un ulcère, on fait des biopsies. Ces biopsies nous disent, oui, il y a de l'Helicobacter. Donc on va traiter l'Helicobacter. Et là, en le traitant et en l'éradiquant, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il disparaisse, eh bien, on n'aura pas de récidive. Donc l'ulcère duodénal, on en voit moins. Par contre, ce qu'il y a beaucoup, c'est le reflux gastro-œsophagien, donc les patients qui ont des remontées d'acidité. Le RGO. Le fameux RGO, absolument. Et à ce moment-là, ils vont avoir une œsophagite. Et souvent, il faut garder un traitement au long cours par IPP. IPP veut dire inhibiteur de la pompe à protons, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer une pompe H+K+. Donc ça veut dire qu'il va bloquer l'arrivée d'ions acides dans l'estomac. Et de ce fait, le patient ne va plus avoir de symptômes. Mais le problème des IPP, c'est que ça va générer une achlorhydrie chronique, c'est-à-dire une augmentation du pH et donc moins d'acide dans l'estomac. Alors les bactéries qui sont dans l'intestin grêle, je rappelle que l'intestin grêle démarre après l'estomac, eh bien elles vont plus avoir de blocage pour remonter en fait, puisqu'il n'y a plus vraiment un milieu acide au niveau de l'estomac. Et là, la pullulation bactérienne peut se développer dans l'intestin grêle, et c'est le fameux SIBO, le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, c'est-à-dire une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. Et ça, c'est quelque chose que je recherche systématiquement par l'interrogatoire. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient pour des ballonnements, pour des douleurs, des problèmes de transit, il ne faut pas partir bien en tête sur un syndrome de l'intestin irritable, bien que ce soit la pathologie la plus fréquente, mais il faut aussi penser au SIBO.
Autre classe de médicaments, les psychotropes. Les psychotropes, tout à fait. Alors, notamment les antidépresseurs. Alors, les antidépresseurs, c'est extrêmement intéressant parce que c'est pour deux raisons. D'abord, on sait que en France, il y a un petit peu un excès de prescription des psychotropes, des antidépresseurs et des anxiolytiques. Deuxièmement, on sait aussi que dans 30% des cas de syndrome dépressif, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, et c'est pour ça que dans les formes de déprime passagère, c'est intéressant d'utiliser, d'ailleurs c'est parfaitement démontré même dans les revues de psychiatrie, des supplémentations avec des probiotiques, qu'on appelle les psychobiotiques, pour ne pas tout de suite basculer dans les antidépresseurs. Alors il y a une étude très intéressante qui est parue, qui montre que, alors c'est à confirmer, lorsqu'une femme enceinte prend des antidépresseurs sérotoninergiques, vous savez, c'est les fameux, les plus classiques, historiquement c'était le Prozac, le premier de cette gamme, eh bien il y avait plus de cas d'autisme dans les enfants de ces femmes. Qui naissaient, oui. Qui naissaient. Lorsqu'elles le prenaient au 2e ou au 3e trimestre. Donc c'est une étude pour le moment, donc c'est à confirmer, mais ça prouve l'impact qu'il y a sur le microbiote intestinal. Et en termes de recherche, on sait très bien que quand on prend le microbiote intestinal d'une personne et qu'on l'étudie lorsqu'elle est sous antidépresseurs sérotoninergiques notamment, on voit une dysbiose. Et puis, alors, dernière classe de médicaments, donc alors, une star de la dermato. Le Roaccutane. Oui. Ouais. Donc là aussi, c'est qui a sauvé des milliers de peaux, hein, je dis tout de suite. Hein. Qui a sauvé des milliers de peaux. Ceux qui ont eu de l'acné peuvent savoir à quel point le Roaccutane, c'était... c'est vrai. En tout cas, c'était efficace sur les boutons. Ça marche très bien sur l'acné, ça, il n'y a rien à dire. Après, il y a des problèmes un petit peu de toxicité hépatique, et puis des impacts sur le microbiote intestinal. Ça aussi, c'est démontré. D'ailleurs, les personnes qui prennent du Roaccutane, souvent, ont des troubles digestifs, hein, des nausées, de la diarrhée, etc. Et puis les anti-inflammatoires aussi, autre classe qu'il ne faut pas oublier, très fréquente, très prescrite, les fameux anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, eh bien ceux-là aussi, ils abîment le microbiote. Et donc, il faut associer, là aussi, moi j'associe systématiquement, lorsque je prescris un AINS, je prescris également du Saccharomyces boulardii, donc le fameux ultralvure. Donc j'ai exactement, en fait, dans les AINS, puisque c'est ce que je vais prescrire le plus après les antibiotiques, notamment dans les problèmes de proctologie et autres, c'est ce que je vais prescrire en association avec de l'ultralvure et une augmentation de fibres prébiotiques. Voilà, on profite du docteur William Bérébi avant son départ en vacances ce matin. Je rappelle que vous publiez, montrez-le à la caméra, Mission Ventre Plat aux éditions Marabout. C'est maintenant qu'il faut avoir le ventre plat. Là, le Summer Body, hein. Vous savez que quand j'entends ça dans votre bouche, ça me fait quelque chose. Pourquoi ? Non, c'est pas votre truc, ça, le Summer Non. Body. Non, c'est tout ça. Non, c'est la formule qui est... Ouais. Le nom est amusant, voilà, c'est tout. C'est le toute l'année body pour vous. Voilà, exactement, on essaye. Alors, pas plus que les antibiotiques devraient être automatiques, les probiotiques ne devraient pas être aussi automatiques. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'automédication dans les probiotiques. Et les gens ne connaissent pas toujours les souches qu'ils prennent quand ils prennent des probiotiques. Donc ça, il faut quand même le dire que probiotiques... chaque probiotique a une utilité et une indication particulière. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, le microbiote, en quelques mots, on le connaît bien depuis 2008. Il a été identifié et cartographié, si je puis dire. On connaît sa composition. À partir de là, moi, j'ai étudié plein de choses. J'ai étudié les publications. Et 2016, j'ai commencé à établir mes protocoles. Parce qu'en fait, effectivement, les probiotiques, c'est pas parce que vous en avez des centaines, voire plus, en vente et que vous en trouvez plein dans les pharmacies que c'est nécessairement le bon pour vous. Donc, on en a pour l'intestin irritable, on en a j'en utilise pour l'obésité, contre le stress, contre les infections gynécologiques, etc., etc., contre la NASH, la fameuse maladie du foie gras. Donc, en fait, quand vous allez en pharmacie, le problème, c'est que le pharmacien va vous donner ce qu'il a. Bon, avec, ce qu'il a. Ce qui veut Allez-y. Non, mais il y a des laboratoires qui sont très implantés. Moi, je rappelle que j'ai aucun conflit d'intérêt avec, je le redis à l'antenne, avec l'industrie pharmaceutique. Donc, je ne travaille pour aucun laboratoire. Je refuse toutes les missions qui me sont proposées d'experts ou autres, puisque comme je m'exprime sur les probiotiques, je veux garder mon indépendance. Donc voilà, donc ça c'est tout à fait clair. Et donc dans les pharmacies, évidemment, ils ont des accords avec des labos plus ou moins importants, etc. Donc ils ne vont pas avoir nécessairement ce que j'utilise.
et ceux qui ont été validés par les travaux dans les travaux de recherche en fait. Et donc la médecine microbiotique, ça s'oriente de la manière suivante. Des chercheurs étudient des souches précises dans telle ou telle indication, chez l'humain, je précise, pas chez le cobaye, pas chez la souris, et donc publient. Et quand ils publient, je vois leur publication. Et de ce fait, si je constate que sur une étude chez l'humain, randomisée donc dans les règles de l'art, avec une population significative, etc., que ça marche, je vais utiliser auprès de mes patients. Et là, je vais évaluer dans la vraie vie les résultats, et les résultats sont excellents, évidemment, mais c'est logique, puisqu'à partir du moment où le microbiote, c'est le premier cerveau intestinal, c'est le premier cerveau et c'est lui qui régule la santé humaine, il est logique qu'en intervenant avec des probiotiques, on améliore donc les différentes indications. Alors, quel est le statut des probiotiques? Ce sont des médicaments ou ce sont des compléments alimentaires? Alors, ce sont des compléments alimentaires, ils sont en vente libre, ce sont des bactéries vivantes que l'on va trouver en gélules, et qui vont agir dans différentes indications. Donc il n'y a pas de besoin de prescription, si vous voulez, médicale pour les acheter. Mais encore, faut-il savoir lesquels acheter. Et c'est là qu'est la subtilité, si vous voulez. C'est pas je prends des probiotiques, c'est pas un sésame global. C'est chaque souche et numéro de souche a une indication précise, et c'est comme ça que ça marche. Si vous prenez n'importe quel probiotique pour l'intestin ou pour maigrir, il va rien se passer. Et vous aurez dépensé 30 € la boîte pour le mois, pour rien. Et vous direz, ben non, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que simplement, vous n'avez pas pris la bonne souche. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est capital. Vous êtes d'accord, docteur Verby, avec ce statut de complément alimentaire? Je suis d'accord. Que ça soit des médicaments? Malheureusement, j'ai pas mon mot à dire. Moi, j'aurais préféré, et surtout maintenant, que jour après jour, il se confirme à quel point c'est important pour la santé, etc., que les laboratoires investissent dans les études, publient des études, fassent des AMM, comme pour un médicament, et qu'ils puissent faire de ce fait des demandes de remboursement. Ça, ce serait dans un monde idéal, puisqu'à partir du moment où c'est extrêmement efficace, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas remboursé, même si ce n'est pas à 100%. Mais qu'il n'y ait aucun remboursement et qu'il soit mis sur le même plan, finalement, que le fenouil ou l'ortie, là, il y a quelque chose qui cloche. Mais pour cela, moi j'ai pas les clés évidemment, c'est l'industrie pharmaceutique qui devrait investir dans des études pour développer des AMM, donc des autorisations de mise sur le marché. Est-ce qu'on pourrait prendre des probiotiques tout le temps, tout au long de l'année? Bien sûr. Alors oui, bien sûr, les patients, alors il y a deux situations par exemple, même il y en a plein, mais je vais en sortir deux. L'intestin irritable, les patients quand ils prennent les bonnes souches, et je rappelle que dans l'intestin irritable il n'y en a pas 50, il y a 6 produits qui sont dans mon livre Médecine microbiotique et dans Ventre plat, qui ont été validés chez l'humain. Donc il faut prendre les bonnes souches. Mais les patients, quand ils sont améliorés, moi je fais des fenêtres, ce que j'appelle des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire on va arrêter au bout de X mois et on va voir ce qui se passe. Assez régulièrement, le patient est moins bien sans probiotiques. Et donc il n'y a aucune réserve, puisque c'est des bactéries vivantes, des bonnes bactéries, des lactobacilles et des bifidobactéries, donc il n'y a aucune réserve à le garder au long cours. Deuxième situation, les patients qui maigrissent avec l'Afnia LVI HA4597, eh bien quand ils maigrissent et ils perdent 5-6 kilos en 3 mois, associés bien sûr à un petit peu d'activité, donc de la marche rapide, et puis en faisant attention, si vous mangez des pizzas au fromage tous les jours, ça va être compliqué, mais en faisant ça, ils maigrissent. Donc souvent, ils continuent. Et ils perdent les 3 mois suivants, etc., etc. Donc il n'y a aucune réserve, c'est des bactéries vivantes, et donc on peut les prendre en continu. Alors, quelles sont les souches qui ont le plus d'intérêt pour vous? Alors, déjà, par rapport aux antibiotiques, Saccharomyces boulardii, c'est l'ultralevure. C'est le seul nom commercial que je vais citer aujourd'hui, puisqu'il est tellement ancien, l'ultralevure, qu'on peut le dire. C'est celui qu'on utilise pour le Tourista? Tout à fait. Le protocole Tourista a démarré 5 jours avant le voyage, et après, vous prenez 2 gélules par jour pendant toute la durée du voyage. Et ça atténue, ça diminue le risque de Tourista, qui est un gros problème et qui peut gâcher... il y a un double problème, si vous voulez. Premièrement, ça peut gâcher des vacances. Bon. Et deuxièmement, on sait aujourd'hui que le fait d'avoir une Tourista ou une toxi-infection alimentaire, d'ailleurs, va impacter le microbiote et favorise le développement d'un syndrome de l'intestin irritable.
Alors ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et lorsque je vois un patient en consultation pour des troubles digestifs, je vais systématiquement lui demander si dans son histoire, même longtemps en arrière, il n'a pas une grosse tourista dans sa vie. Et donc, si le microbiote est un petit peu déséquilibré et que le patient en fait une grosse tourista, il va déséquilibrer son microbiote et passer en dysbiose chronique et à ce moment-là, développer, au bout d'un laps de temps variable, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années, un intestin irritable qu'on appelle S2I, donc syndrome de l'intestin irritable post-infectieux. Alors, quelles sont les autres souches qui trouvent de l'intérêt à vos yeux ? Alors, dans l'intestin irritable, justement, on peut prendre par exemple du Lactobacillus plantarum. Donc, je vais donner les numéros 299V. Ça, c'est une souche intéressante. Alors, ça veut dire quoi, 299V ? Alors, en fait, dans les souches, si vous voulez, il y a la souche et il y a le numéro de souche. C'est-à-dire que Lactobacillus plantarum, c'est le 299V qui a été étudié et validé dans l'intestin irritable. Si vous prenez n'importe quel Lactobacillus plantarum, pas le 299V, c'est pas bon. D'où la précision qui est importante. Hein. On peut prendre également Lactobacillus bifidobacterium longum, qui est une autre souche bactérienne qui marche très bien dans l'intestin irritable. Saccharomyces boulardii aussi, ça marche dans l'intestin irritable. Après, par exemple, si on sort l'obésité, donc Hafnia VIH-A 4597, ça c'est la souche la plus étudiée, la plus validée, très intéressante, très efficace, et qui augmente la satiété, c'est-à-dire que, alors ça c'est tout à fait étonnant, vous mangez moins. Vous avez moins envie de manger. De tout, et notamment le sucre. Alors, moi, les patients, je le vois toute la journée, et c'est très impressionnant. Vous avez l'Acarmansia mucinifila, également, autre souche qui est maintenant commercialisée. Et puis, globalement, dans ce type de pathologie, donc dans l'obésité, puisqu'on sait qu'il y a une dysbiose, c'est-à-dire un microbiote pauvre, je vais apporter des bifidobactéries et des lactobacilles. Puisque le microbiote des personnes en situation d'obésité a été étudié. On sait que dans une obésité modérée, donc IMC entre 30 et 35, on va avoir 25% d'appauvrissement de la flore, donc de variété d'espèces en moins, et quand c'est une obésité morbide, 50%. Donc c'est tout à fait connu, et donc il faut enrichir la flore pour lutter contre ces mécanismes d'obésité. Et puis il y a d'autres indications, par exemple dans la nage, ça va être le Bacillus coagulans, que je vais associer à de l'inuline, avec un protocole bien précis, que je détaille évidemment. Dans les infections gynécologiques récidivantes, ça va être Lactobacillus crispatus, etc. Donc voilà, pour chaque indication, en fait, vous avez une souche avec un numéro de souche adapté. Alors, pour la constipation, quelle est la souche que vous validez, docteur Bérébi ? Alors ça, c'est une très bonne question et précise, parce qu'il y a des gens qui pensent encore, dont vous, ce qui est normal, qu'il y a des souches pour la diarrhée, pour la constipation, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, les probiotiques, on va les prendre pour un intestin irritable, par exemple. Et donc, que vous ayez la diarrhée, la constipation ou une alternance des deux, ça va être les mêmes probiotiques. Il n'y a pas de probiotiques diarrhée de l'intestin irritable, probiotiques diarrhée de la constipation. Non, il y a des probiotiques, des souches et des numéros de souches adaptés à l'intestin irritable dans sa globalité. Alors pour ceux qui nous écoutent ce matin, quels sont les critères à prendre en compte lors du choix d'un complément probiotique quand on va à la pharmacie ? À quoi on fait attention ? Alors, moi je vous conseille de savoir ce que vous prenez, donc de vous renseigner. Là je vous ai donné quelques noms de souches, prendre des c'est pour ça que je vous le demande, parce que bien sûr. Donc dans mes ouvrages, je donne les noms commerciaux, etc. Mais à l'antenne, ni télé ni radio, je ne donne jamais de noms commerciaux. Et donc c'est l'idéal. L'idéal, c'est comme les médecins pour l'instant, ne sont pas très au fait de la médecine microbiotique. Le mieux, c'est d'avoir une bonne source et d'aller à la pharmacie en disant « voilà, je veux ça ». Après, ça dépend ce pourquoi vous le prenez. Le mieux, c'est évidemment de passer par un médecin, parce que normalement, il faut qu'un médecin pose un diagnostic. L'intestin irritable, c'est pas quelque chose de folklorique en disant « j'ai mal au ventre, j'ai un intestin irritable ». Non, il y a des critères précis qu'on appelle critères de Rome, comme la ville. Il faut éliminer d'autres causes, comme la maladie de Crohn ou une pathologie tumorale, etc. Donc l'idée, c'est de voir un médecin le plus compétent possible en médecine microbiotique, et puis de savoir quelle souche prendre précisément, et d'aller à la pharmacie en disant voilà. Donc pour la constipation, j'ai entendu le docteur Bérébi dire qu'il fallait... Voilà, Lactobacillus plantarum 299V.
et aux pharmaciens de trouver, mais sinon sur Internet, vous pouvez très bien faire vos recherches et puis trouver le nom commercial. Mais bon, prenez une source libre, c'est le mieux, le mien ou d'autres. Voilà, le docteur William Bérébi est avec nous. Je rappelle que vous publiez, alors c'est le livre de la situation en ce moment, docteur, Mission Ventre plat, tout à fait. Aux éditions Marabout. Voilà. Exactement. Bon, pour ceux qui se donnent encore quelques jours avant le début du mois d'août. Il n'y a pas de saison, après tout. C'est vrai que la plage, c'est plutôt l'été, mais on peut partir en vacances au bord de la mer toute l'année aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui se démocratise de plus en plus. On n'a pas un ventre plat que pour aller sur la plage. Exactement. Le ventre plat, c'est un ventre santé. C'est un ventre en pleine santé avant tout. C'est-à-dire qu'il faut se sentir bien dans son corps et ça reflète un équilibre microbiotique. Le ventre plat ou à peu près plat. Puisque ça veut dire que vous n'avez ni intestin irritable ni SIBO, que vous n'avez pas d'obésité ou de surpoids, reflet donc d'une dysbiose, et que vous avez une paroi abdominale à peu près musclée, ce qui est un reflet d'une activité physique qui elle-même est bonne pour le microbiote. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'un ventre à peu près plat, c'est un ventre en pleine santé. Alors on n'arrête pas le progrès, tout est biotique aujourd'hui avec un nouveau terme et vous êtes venu avec, docteur Bérébi. Tout à fait, les parabiotiques. Les parabiotiques, oui. Ou probiotiques fantômes. Alors, les parabiotiques, c'est une découverte tout à fait récente, c'est-à-dire que les chercheurs ont constaté que sur des bactéries mortes, puisque je rappelle que les probiotiques, probiotique veut dire pour la vie, biotos, et donc bactéries vivantes, c'est une chose, c'est les probiotiques. Et les parabiotiques, c'est des bactéries mortes, c'est-à-dire qu'on n'a plus que certaines parties de la bactérie, notamment l'enveloppe, notamment ce qu'on appelle les muropeptides, on en avait parlé lors d'une émission précédente, et que ces parabiotiques avaient un effet, en fait, sur la santé, notamment en termes de stimulation de l'immunité ou d'activité anti-inflammatoire. Et donc, si vous voulez, ça rejoint ce que je constate dans ma pratique, c'est-à-dire que les patients qui ont un intestin irritable, et on sait que dans l'intestin irritable, il y a une inflammation de bas grade dans l'intestin, eh bien, ces parabiotiques, en fait, lorsque la bactérie, le probiotique est mort, laisse un peu sa membrane et des fragments divers et variés. Et ces fragments, en fait, vont continuer à jouer un rôle en stimulant l'immunité et en ayant une activité anti-inflammatoire, finalement, qui se dynamise par elle-même, sans prise de nouveaux probiotiques. Et ça explique à mon sens, donc ça c'est mon analyse à moi, ça explique à mon sens que les patients qui ont un intestin irritable, au bout d'un laps de temps, ils n'ont plus besoin de probiotiques, et c'est peut-être grâce à l'action des parabiotiques. D'accord, et donc eux ils agissent sur l'immunité, c'est ça ? Ouais, c'est un peu comme un vaccin en fait finalement. C'est-à-dire que le probiotique rentre, au bout d'un moment il est détruit, puisque le probiotique c'est une bactérie vivante, mais elle ne va pas vivre éternellement dans l'intestin, mais il en reste des fragments. Il reste la membrane, il reste différentes structures, et ces structures, manifestement, ont la capacité à stimuler donc le système immunitaire, et donc à perdurer comme un peu un effet vaccin dans la durée. Voilà, et donc il y a plein de recherches actuellement sur les parabiotiques, donc donner des bactéries mortes ou des fragments de bactéries et voir l'effet que ça a sur l'immunité. D'accord. On sait précisément comment ça agit ou pas encore ? Un peu comme un vaccin, c'est-à-dire que le corps va reconnaître un microbe, un fragment de microbe, et va vouloir réagir et se servir de ce fragment de microbe comme un boost immunitaire. Voilà. Alors, on a parlé beaucoup de prébiotiques, de probiotiques, de tous ces petits... de tous ces petits tubes, finalement, mais on a tout dans l'alimentation. Et on est dans la saison de l'année où il faut en profiter. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on mange, finalement, pour faire sa réserve de prébiotiques ? Ok. Et puis après, je vous ferai... voilà. Prébiotiques, si vous voulez, vous allez avoir les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes. Donc les légumes, il faut prendre des légumes de saison, évidemment. Les légumes de saison, pourquoi ? Parce que, d'abord, ils ont des circuits courts. Vous les prenez bio, ça c'est très important puisque ça réduit de 80-90% la quantité de pesticides dedans, ce qui fait qu'il y a une quantité résiduelle de pesticides tout à fait convenable. Donc bio, circuit court, marché idéalement, on évite la grande distribution évidemment. Les fruits, idem, on ne va pas aller prendre n'importe quel fruit tout au long de la saison, donc en ce moment c'est melon, pastèque, on va avoir les fruits rouges, etc. Donc des fruits de saison, donc c'est très facile de savoir quels fruits manger mois après mois.
Des légumineuses, alors ça c'est valable toute l'année, donc ça veut dire des lentilles, ça veut dire les pois chiches, des haricots, ça veut dire les petits pois également, qui sont des légumineuses. Hein, c'est très bon les petits pois, c'est très riche en protéines. Pas des féculents ? Eh non, les petits pois, ils sont... Alors, en France, dites-moi. En France, les petits pois sont consommés comme des légumes, Ouais. mais en fait ce sont des légumineuses. Et ça c'est très peu connu. Et elles sont très et les petits pois, c'est très intéressant parce que c'est riche en fibres. Et les petits pois, ils sont 3 fois plus riches en protéines que les autres légumes. En plus, c'est bon. Et c'est très bon. Moi, j'adore les petits pois. Al dente quand même. Voilà. Hein. Faut Oui, pas trop alors, les faire cuire. Hein. Voilà, pas trop cuits. Vous pouvez les prendre surgelés, puisque je rappelle que si vous prenez surgelé ou conserve, il vaut mieux prendre surgelé. Parce que conserve, ça a été... les minéraux et les vitamines ont été détruites. Surgelé, c'est congelé tout de suite après l'accueil, et donc en fait vous gardez une grande partie des vitamines et des minéraux. Donc surgelé, après vous les cuisez. C'est un très bon moyen de les cuisiner en gardant les pois, vertus. Donc quoi d'autre? Petits pois, les haricots blancs, haricots rouges, les lentilles, les pois chiches évidemment, le houmous. Le houmous. Houmous, vous préférez houmous? J'adore. Moi je dis houmous. C'est bon, mais c'est bon, dites-le. C'est très bon. Dites-le comme vous voulez. Houmous maison. C'est tellement bon. C'est super bon. Le pois chiche... Les céréales complètes? Non mais le pois chiche, c'est le légume universel, il faut quand même le dire. En termes de bienfaits, bien sûr. C'est une tuerie. Et les légumineuses, si vous voulez, c'est très intéressant parce que c'est pas cher. Les légumes, les fruits, c'est pas donné. Surtout en ce moment. Donc, les légumineuses, par contre, c'est un apport de fibres, de minéraux, de vitamines, excellent, et c'est pas cher. Donc, faut vraiment pas hésiter à en consommer beaucoup. Beaucoup, ça veut dire, donc les recommandations, elles sont claires, d'ailleurs, on les connaît, puisqu'il y a des recommandations pour tout. Si on regarde ce qui se fait et ce qui est publié, c'est 50 grammes en moyenne par jour. Donc, ou 350 grammes par semaine. Le minimum. Si vous en consommez plus, c'est parfait. Vous avez également les céréales complètes, on les oublie trop souvent parce qu'il y a tout un débat sur le gluten, pas gluten, etc., où il y a beaucoup de choses fausses d'ailleurs qui sont dites. Donc on va prendre du pain complet au levain notamment, puisque pain complet au levain, vous allez avoir donc du coup des fibres. Le pain de seigle, c'est très bon aussi, c'est le plus riche en fibres de tous les pains, 21 grammes de fibres pour 100 grammes. Vous avez également donc le riz, au lieu de prendre du riz blanc, prenez du riz complet. Et puis les pâtes, alors les pâtes complètes, c'est pas excellent, mais pâtes semi-complètes, c'est pas mal. Tout ça, c'est des moyens d'avoir des fibres, donc prébiotiques, c'est-à-dire que grâce à ça, vous allez apporter du carburant à votre microbiote et faire en sorte qu'il fonctionne bien et que vos bonnes bactéries et que l'équilibre global soit maintenu. Donc c'est absolument capital et ça correspond quand même à 30 grammes par jour, ce qui est beaucoup de fibres pures. Donc c'est 200 grammes de légumes cuits, 200 grammes environ de légumes crus, donc type crudité. C'est, donc je l'ai dit tout à l'heure, 50 grammes de légumineuses par jour, environ 100 grammes de céréales complètes, donc on peut prendre dans ce qu'on veut, pain, riz, etc. Et puis on peut ajouter à ça, donc des graines de lin, graines de chia. Moi à table par exemple, si vous voulez, il y a du sel, du poivre, un pot de graines de lin et un pot de graines de chia, et j'ai ajouté récemment un pot de graines de courge. Et ça va aller directement sur les salades, les pâtes, etc. Et vous n'avez pas supprimé le sel? Alors le sel, j'en mets très peu. Mais bon, je ne suis pas tout seul. Bien. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous nous diriez après quelque chose, et c'était quoi ce quelque chose que vous vouliez nous dire? Par rapport au complément alimentaire. Parce que, je vous ai interrogé, tout à fait. On avait prévu de faire un truc sur les compléments alimentaires, et notamment sur les compléments alimentaires riches en oméga 3. Voilà, alors, compléments alimentaires, il faut bien s'entendre sur les termes, si vous voulez. Puisque les probiotiques, ce sont des compléments alimentaires. La vitamine D peut être un complément alimentaire. Moi, je ne l'utilise pas en complément, puisque je vais faire le dosage systématiquement, ça c'est très important, puisque 80 à 90% de la population est carencée. Donc systématiquement, je vais faire un dosage. En fonction du dosage, je vais apporter une supplémentation pour corriger la carence, et après, ce sera une ampoule par mois pendant les 6 mois d'hiver. La vitamine D, je la mets à part. Donc les probiotiques, je les mets à part. Troisième particularité, les oméga 3. Donc grand débat sur les oméga 3, et je précise ma pensée. Ma pensée est la suivante. Soit vous avez, donc j'ai un patient devant moi, je vais l'interroger évidemment, puisque une bonne médecine, on va poser des questions à son patient, et on va l'examiner
plutôt que de lui envoyer faire un scanner. Or, aujourd'hui, la médecine est globalement beaucoup trop technique et les médecins, globalement, passent moins de temps à examiner les patients. On va l'interroger. S'il a une alimentation équilibrée, c'est-à-dire beaucoup de végétaux, qui mangent des noix, qui mangent du poisson, deux portions de poisson par semaine, dont un poisson gras, donc type sardine, maquereau, anchois, hareng, etc. À ce moment-là, on peut considérer que son apport en oméga 3 est suffisant. Deuxième situation, le patient a une alimentation déséquilibrée, ou bien il est végétarien, donc il ne mange pas de poisson. Là, il a potentiellement un déficit en oméga 3. Et là, je vais doser les oméga 3. Je vais faire une prise de sang, comme je le fais pour la vitamine D, et je vais voir le statut en oméga 3 du patient. Et en fonction des résultats, je vais le supplémenter. Voilà, donc il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas dire il n'en faut jamais, ou bien il en faut tout le temps. Ça dépend de l'alimentation de la personne, de ses habitudes alimentaires. On va mettre de côté la femme enceinte, évidemment, etc. etc. Mais si on peut privilégier la nourriture, l'alimentation, voilà. C'est quand même le mieux. Voilà. Alors là, c'est super important ce que vous dites. Parce que sinon on se retrouve on a les travers de... Voilà. Ce que vous dites est hyper important, et ça, je veux insister là-dessus. C'est qu'on ne trouvera jamais mieux que la nature pour nous nourrir. Parce qu'on est fait pour manger ce que la terre nous donne. On est en train de la détruire, ça c'est un autre débat. Et donc, il n'y a aucun complément alimentaire qui ne pourra jamais avoir la même biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité qu'a notre organisme à l'utiliser, que ce qu'on trouve dans la nature. Donc, il vaut mieux prendre un poisson gras, des petits poissons. Ils ne sont pas pollués, les petits poissons. Les sardines, les anchois, harengs, ça, c'est pas pollué par le mercure. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et si vous prenez l'équivalent en complément, ça n'aura jamais la même efficacité. C'est logique. Dans un cas, c'est de la nature, on est censé vivre en symbiose avec elle, et de l'autre, c'est de la chimie, qu'on le veuille ou non. Donc, il n'y a pas photo. Le hareng de la mer Baltique, il n'est pas un peu radioactif ? Ah ben, il y a des zones où il y a du mercure, il y a plus de métaux lourds. Non, mais on va choisir ces poissons, on va choisir son saumon de l'Atlantique, on va prendre du thon blanc Germont, d'une marque bretonne que j'affectionne, etc., etc. Donc, on va faire attention à ce qu'on mange, évidemment. Mais parallèlement à ça, si vous voulez, c'est pareil. Le dogmatisme. Je m'explique. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne veux plus manger de viande. Donc, maintenant, je mange du poisson tous les jours. » Non. Manger du poisson tous les jours, c'est pas bon. Puisque les recommandations, là aussi, on les connaît. C'est une portion de 140 grammes de poisson maigre et une portion de 140 grammes. Il ne faut pas passer d'un extrême à un autre. Voilà. Il faut avoir un équilibre global dans son alimentation. Et là, on n'a pas de souci. Bon, vous pouvez partir en vacances, Doc. Merci Philippe de votre feu vert. J'ai dit, vous faites votre émission, après vous partez. Docteur William Bérébi. Je suis resté pour vous. Ah, c'est bien ça, pour les auditeurs de Beurre FM en tout cas. Vous vous êtes fait allumer sur le Yacon parce que tout le monde dit que c'est cher. C'est vrai, mais c'est cher le Yacon. C'est vrai. Sauf si vous avez une adresse. C'est vrai. La prochaine fois, vous viendrez avec votre code de réduction. Ouais. Bon, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur tous les serveurs qui reprennent nos émissions. Et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci, très bel été, Docteur Bérébi. Merci Philippe. À la rentrée, passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.